Bienvenue à notre masterclass sur la romance. Mon nom est Gilda Routy et je vous présente Mélanie Fenot qui va avec moi animer cette rencontre, mais surtout qui est notre maître en romance, si je puis dire, pour Madrigal Canada. Alors, pourquoi avoir voulu organiser une telle masterclass? Eh bien, depuis le regroupement de nos équipes de Flammarion et de Gallimard, nous avions chez Gallimard de nouveaux éditeurs, comme par exemple Addictive ou Gallimard qui crée une maison qui s'appelle Olympe, qui développait la romance. Et on était un peu démunis, je dois le dire, face à ces éditeurs, ce qui n'était pas tout à fait le cas de nos collègues de Flammarion, qui, avec J'ai lu et Flammarion Québec, connaissaient pas mal de choses sur la romance. Donc, nous avons décidé tous ensemble de se réunir et de faire une rencontre autour de ce phénomène, parce qu'il s'agit bien d'un phénomène. Nous avons invité des influenceuses, des collectionneuses et aussi une jeune libraire, Marianne, de la librairie du Renard Perché. Et donc, à la fin de cette journée, parce que vous voyez, on était lent à découvrir et à apprendre, à la fin de cette journée, nous nous sommes dit, Marine, que vous connaissez tous, Marine Gurnad, a dit, il faut absolument faire la même chose pour les libraires. Alors, c'est ce pourquoi vous êtes là ce matin, pour essayer de rendre compte ou de vivre dans vos librairies cet appel à la romance. Et l'objectif donc de cette heure que nous allons passer ensemble, c'est d'essayer de vous accompagner pour développer un rayon, ou même pour le créer, un rayon romance dans votre librairie. Alors, premier point, c'est de penser quel est l'état des lieux de la romance aujourd'hui. Et donc cet état des lieux, c'est d'abord un état historique. C'est le passage de ce qu'on a appelé le roman sentimental à la romance. Donc le roman sentimental, il y en a toujours eu depuis longtemps, depuis même le 19e siècle. On appelait aussi ces fameux romans sentimentaux les fameux romans de gare, que les lectrices, parce qu'il s'agissait souvent de lectrices, lisaient un peu en cachette, en catimini, et avec évidemment Nora Roberts comme grande autrice, et puis pour les plus anciennes, Barbara Cartland, avec la fameuse collection Harlequin, qui était cette collection emblématique du roman sentimental. Et donc, on date le passage du roman sentimental à la romance à une année importante dans l'édition, c'est 2012. Elle est importante pour différentes raisons. Elle est importante parce que c'est l'année où, en français, est publié Les 50 nuances de Grey, qui va complètement renouveler le roman sentimental. On ne parlera plus de roman sentimental, mais de romance. Et donc, avec ce titre et les films, de plus en plus de lectrices se lancent dans ce type de littérature, avec un succès, vous le savez, vous qui êtes libraire, un succès phénoménal et planétaire pour ces 50 nuances de Grey. Et évidemment, les éditeurs ont pris la balle au blond et ont décidé de développer des collections. Donc j'ai lu qu'il y avait déjà des romans sentimentaux. Ils vont renouveler le genre. Ils vont publier différentes autrices. Sylvia Day, on a Jennifer Armentrout et puis aussi Jenny McWeir. Donc, euh, j'ai lu va renouveler comment est-ce que je pourrais dire, son écurie d'autrices. Et puis, évidemment, vous avez les éditions Hugo qui, en 2013, saisissent magnifiquement la barre au blond, il faut le leur dire. C'est eux qui, dans l'édition francophone, ont développé la romance. Donc, ils ont développé ce grand secteur. Et puis, donc aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, on a la naissance des éditions addictives en 2013 avec Emma Green. Et puis alors, je vous annonce que nous allons tout à l'heure pouvoir entendre le duo Emma Green, puisque c'est un duo qui va nous parler donc de leur romance. Mais peut-être qu'il faut le dire aussi, les éditions addictives, elles ont débuté non pas en publiant des livres, mais elles ont publié sur le web d'abord, elles ont publié des épisodes et donc, Emma Green
elles vont le raconter tout à l'heure. Elles publiaient des épisodes, elles avaient les réactions du lecteur et ensuite, les éditions addictives ont publié des livres. Alors, aujourd'hui, on assiste à une romance décomplexée. Et la décomplexion de la romance, elle est peut-être née aussi au moment du numérique, du développement du numérique, parce que vous vous rappelez, nous comme éditeurs, nous regardions toujours, on nous annonçait que le livre numérique allait complètement détrôner le livre papier. Et qu'est-ce qu'on remarquait au début du numérique? On remarquait que euh, à peu près 20% des livres qui étaient achetés en version numérique étaient des livres de romance. Et donc, ça en dit long sur le comportement de ces lectrices qui, tout d'un coup, n'avaient plus besoin d'acheter de livres papier ou un nouveau lectorat, qui se sentait au début un peu culpabilisé de lire cette littérature qui était discréditée, qui l'est beaucoup moins, mais qui était discréditée. Je vois que Mélanie hoche la tête. Oui, cette littérature qui était discréditée, eh bien, ces femmes ont commencé à la lire en version numérique parce que finalement, personne ne savait ce qui était dans leur tablette. Cette littérature, vous le savez, elle a été longtemps discréditée parce que elle, euh, elle fonctionnait et elle fonctionne encore selon les mêmes codes, c'est-à-dire deux personnes, hein, Mélanie, qui ne devaient pas se rencontrer ou qui se détestent, se rencontrent. Et puis, il y a plein d'aventures, plein d'histoires qui se passent. Et puis, à la fin, dans la romance, c'est toujours un happy end. On va voir si dans la dark romance ou dans la romance C'est toujours le lesbique, cas. c'est toujours le cas, mais je pense que ça l'est. Et donc, la romance décomplexée, elle, elle est aujourd'hui, et on la voit, parce que donc parce que vous êtes là aussi, ça veut dire que les femmes qui achetaient ces romans, et on va voir pourquoi je ne parle qu'au féminin, les femmes qui achetaient ces romans, elles allaient dans un premier temps souvent dans les Costco, dans les Walmart, dans la grande distribution, et qu'aujourd'hui, elles vont chez vous en librairie, vous qui commencez à avoir des romans de cette catégorie-là, de ce genre, de la romance. Donc, on pourrait essayer de voir, euh, parce que entre les romans de Nora Roberts, qui existent encore et qui sont encore publiés, Barbara Cartland, je pense que Mélanie, elle a disparu, je ne sais même pas qui c'est. Voyez, voyez, donc voyez notre différence d'âge. Mélanie ne sait même pas qui est Barbara Cartland. Donc, il y a quand même, avec cet engouement pour la romance, les autrices elles-mêmes ont changé leur façon d'écrire. Et donc, on voit dans cette nouvelle romance euh, l'apparition de scènes explicites. Et on va en parler tout de suite après, la diversification des genres, parce que parler de romance, ben moi, c'est ce que j'ai découvert. Parler de romance, on pensait que c'était un univers, mais il y en a plein. Il y a des genres à l'intérieur du genre. Et c'est surtout ce qu'il faut noter, un rajeunissement du lectorat, parce que donc Babelio a fait une grande étude sur le lectorat de la romance et on voit très bien que ce sont, je le disais, des lectrices et que 92% ont entre 15 et 24 ans. Et je pense que vous vivez cette expérience-là dans votre librairie. Vous êtes étonnés par l'âge et ce sera un sujet notre fin. Par l'âge de vos lectrices qui lisent de la romance, évidemment, il y a des Voire de la mamies dark romance. voir de la dark romance. Il y a des mamies de mon genre aussi qui lisent de la romance. Moi, à cause de Mélanie, mes insomnies sont remplies de romances. Et puis, un phénomène, et ça, nous l'avons découvert, mais ce n'était pas une nouveauté pour Mélanie, c'est un phénomène de collectionneuse. Et nous en avions une lors de notre rencontre avec toute l'équipe de Madrigal, qui lit tous les livres de la même autrice, toutes les séries. S'il y a une série qui se passe dans l'armée, elle lit toute la série de l'armée. Elles sont collectionneuses donc à la fois d'autrices, mais aussi elles sont collectionneuses de livres, De l'objet, ouais. de l'objet. Hein. L'objet livre est un objet important, d'où le phénomène
Puis quand on entend nos représentantes et nos représentants nous dire que vous en avez assez des collectors, eh ben, préparez-vous, ce n'est pas fini, parce que ces collectionneuses aiment les collectors, Mélanie, hein. Ouais. Donc on a appris des nouveaux mots nous-mêmes, le jaspage, je vous rappelle, c'est le, ah ouais, Je mais sais pas si celui-là c'est n'est pas pas, non, jaspé, oui. pas Mais Jaspé, mais par exemple, la jaquette. vous voyez, donc il y a des. Donc, puis la version reliée aussi est une version importante. Donc, ça, c'est un nouveau phénomène. Ces femmes qui collectionnent. On l'avait vu un peu et on le voit un peu, je change complètement de genre, mais avec Harry Potter. Mm. Avec Harry Potter, Gallimard a développé des livres pour certaines maisons avec donc on l'a vu ce phénomène de collectionneur, de collection Collection. et donc les lectrices de romances en sont absolument ferventes. Donc on le disait et il y a aussi un aspect qui a beaucoup changé dans la romance, dans l'étude de Babelio et même quand nous parlions avec les éditrices d'Addictive, c'est aussi la couverture. Autrefois, il y a quelques années à peine, c'était souvent des photos de gars, on en a encore quelques-unes, là on n'a pas mis, mais d'hommes hyper musclés, de Torse bella, nu. oh, torse nu, de bellâtres. Or aujourd'hui, les jeunes femmes qui lisent dans le métro ou ailleurs, elles ne veulent plus avoir ce type de représentation dans les couvertures des livres et on a de plus en plus d'illustrations, de dessins, voilà, comme ça. Donc, on fait appel à des illustrateurs et des illustratrices pour la romance. Et puis, le plus gros phénomène aussi de la romance, c'est l'importance des réseaux sociaux. Mélanie, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est que le bouche à oreille, il est plus bouche à oreille, il est via nos écrans de téléphone. Et donc ça, c'est absolument extraordinaire. Et comme Mélanie va vous le montrer tout à l'heure, on a même des autrices qui sont Devenue influenceuse. Ouais. tout à fait. Alors, avant de passer donc on va aborder la question du marché, parce que quand même, nous sommes, même si pour nous la littérature et le livre est important, c'est important de redire quelques chiffres. Donc, on le sait, vous le savez, en 2013, en 2023, la romance a eu un bond dans les ventes de 53%, si on voit les statistiques de Gaspard. Et puis en France, en 2023, c'est comme une année charnière, hein, un peu 2023, c'est pas ce qui s'est passé, Mélanie, mais donc il y a les ventes ont été multipliées par 3, plus de 6 millions d'exemplaires vendus. Et donc un livre sur 9 qui est vendu aujourd'hui est de la romance. Et alors, nos amis d'Addictive sont très fiers de dire qu'au moment du dernier salon Livre Paris, eh bien, notre duo Emma Green a vendu plus que Marc Lévy. Donc, voilà. Donc, c'est un vrai phénomène qu'on voit dans les salons du livre. Nous l'avions vécu au Salon du livre de Montréal l'année dernière et au Salon du livre de Québec. On le voit, il y a une vraie demande des lectrices. Et puis, donc, ces tendances sur les chiffres, elles se, évidemment, confirment aux États-Unis parce qu'il faut le dire, il y a encore beaucoup d'autrices qui sont américaines, mais il y a finalement des autrices de la francophonie qui émergent et même des autrices au Québec. Donc, si nous continuons, on a les chiffres des ventes et maintenant le travail des éditeurs. Parce que effectivement, les éditeurs, je le disais un peu plus tôt tout à l'heure, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et donc, j'ai lu, évidemment, n'a fait que continuer le travail qu'il faisait. Et puis, donc, des éditeurs comme Gallimard s'est mis à publier de la romance pas sous le nom de Gallimard. On va voir que c'est un peu différent pour le jeunesse, mais donc Gallimard a créé une maison qui s'appelle Olympe, Larousse en a créé une, Editis, Archipel, même Le Seuil, Hugo, nous en avons parlé, et Hachette. Donc la romance, le public est là, il a envie de se déplacer dans des événements. Donc je parlais précédemment du Salon du Livre de Paris.
On peut dire aussi, Mélanie, que maintenant, il y a des festivals qui sont dédiés à la romance, hein. Tu pourrais Ouais. nous en dire un mot. Bah, par exemple, il y a le Festival de la New Romance qui a lieu une fois par année en France. Et en fait, il change de ville chaque année. Et du coup, ça a fait se déplacer énormément de lecteurs et lectrices fans de romance. Et enfin, c'est un phénomène parce que c'est sur ticket et la plupart du temps, bah, c'est complètement sold out. Donc, pour dire à quel point bah, ça marche super bien, quoi. Et puis, on peut dire aussi, les éditeurs qui reviennent du Salon du Livre de Francfort l'ont constaté, il y a un espace qui est complètement dédié à la romance et les avaloirs s'arrachent à des prix forts. Et d'autre part, il y a des librairies aussi Ouais. spécialisées en romance qui se créent. En France, il y en a plusieurs, Mélanie. J'en connais une sur Toulouse, alors j'ai plus exactement le nom, mais qui marche super bien et qui en plus du coup fait venir maintenant des grosses autrices de romances qu'on a du mal à faire déplacer habituellement, bah, parce qu'ils savent qu'ils vont dans des librairies qui sont spécialisées pour ça et pour les accueillir, donc et qui auront la clientèle pour venir faire les dédicaces, donc c'est super chouette. Et donc, on le sait, à Montréal, dans quelques semaines, va s'ouvrir une librairie qui n'est pas complètement dédiée à la romance, c'est une librairie de genre, d'ailleurs pas très loin de chez nous, sur la rue Saint-Laurent. Donc là aussi, on voit euh, que le phénomène se développe au Québec. Alors, on va tout de suite rentrer dans ce cœur de la romance. Et donc, c'est ce que nous avons découvert dans cette formation que nous avons eue, les tropes, parce que ça va être important pour vous dans vos librairies. Il n'y a pas que l'auteur, il n'y a pas que le titre, il n'y a pas que le genre. On abordera la question des genres, mais la question des tropes Des aussi. trois. Donc, Mélanie, la parole est à toi. Alors du coup, déjà, on va parler des genres plus principalement. Du coup, vous savez qu'il y a la romance contemporaine, mais dans cette romance contemporaine, il y a des sous-genres dont on peut parler. Par exemple, le drama. Donc, ça peut rejoindre tous les films qu'on peut voir hein, qui sont en rapport avec la romance. Donc, forcément, c'est dramatique. Là, il n'y a pas forcément une fin heureuse, comme on a parlé Tout à plus l'heure. tôt. Il y a la rom-com donc, qui s'apparente à la comédie romantique, donc avec beaucoup d'humour. La dark romance, et donc c'est celui-ci qu'on a du mal à situer parce que bah, forcément, il y a beaucoup de trigger warning, donc des sujets compliqués à aborder. Par exemple, les violences conjugales, les violences, même les violences, Le enfin peu importe, viol, oui, voilà, le viol. toutes sortes de romances qui existent dedans. Et en fait, c'est ce genre de genre qui nous complique la tâche forcément parce qu'il y a de plus en plus, on se rend compte de jeunes qui se tournent vers la dark romance. Donc, c'est compliqué en tant qu'éditeur de bien savoir comment se placer. Ensuite, il y a la romance. Bon, il y a les sous-genres romance millionnaire. Donc, le personnage principal tombe par exemple amoureuse d'un millionnaire, la vie de Le rêve, pauvre, oui. etc. Les romances sportives, donc, qui mettent en avant plusieurs sports différents. Donc, le hockey, le football, le basket. On va vous montrer des exemples plus tard dans la présentation. Oui, on a quelques titres à vous Ouais, suggérer. exactement. La romance médicale, donc, comme le titre l'indique, qui se passe dans le domaine de la médecine. La romance militaire dont on vous parlait tout à l'heure et la romance universitaire donc, qui se passe dans les universités. Donc c'est plus particulièrement du côté des autrices américaines qui adorent créer ce genre de romance. Même si je dois dire que par exemple chez Hugo Roman, il y a C.S. Quill qui est très connu pour ça. Ensuite, dans les autres genres, donc il y a la romance historique, par exemple les Bridgerton. On va en parler. La romance paranormale, donc là, qui a été très connue par exemple grâce à Jennifer L. Armentrout, qui s'apparente plus particulièrement à de l'urban fantasy, mais avec une grosse part de romance dans l'univers. Donc c'est plus du fantastique parce que c'est dans notre monde, mais ça amène des créatures, exemple loup-garou, vampire, ce genre de choses. Donc par exemple, en ce moment, il y a Bride de Ali Hazelwood qui vient de sortir et qui marche très bien. Il y a la romance à suspense, donc bah, comme le titre l'indique, il y a du suspense. Ça s'apparente un peu à du thriller avec une Ah, du grosse part thriller, du policier voilà, aussi, hein, tout avec une à grosse fait, part oui. de Mhm. romance. Et le gros phénomène de ces 2, 3 dernières années, la romantaisie, donc la romance fantasy, qui se passe dans un univers totalement inventé, donc il y a quand même l'univers qui est créé, mais la part est mise quand même sur la romance, l'histoire en elle-même. On vous en présentera quelques titres tout à l'heure. Exact. Du coup, on va parler des tropes en particulier. Donc, les tropes, qu'est-ce que c'est? On peut dire que c'est plutôt des schémas narratifs qui se répètent et que les lectrices aiment retrouver dans leurs romans. Donc, il y en a qui choisissent carrément ces romans parce qu'il y a ces tropes, en fait, qui se trouvent dans ces romans. Donc, je vais vous en présenter quelques exemples juste après. Mais c'est vraiment devenu un phénomène. En fait, il y en a qui choisissent même plus leur livre par rapport
si telle autrice a écrit ce livre, mais plutôt par rapport à si ce schéma se trouve dans ce livre. Donc il y en a qui seront très drôles à retrouver que Donc, c'est un bel exercice, hein. voilà. Et alors, je vous annonce déjà que vous allez voir, donc nous avons deux diapositives sur ces tropes et nous allons faire en sorte de les plastifier et de vous les envoyer pour que vous puissiez, comme certains d'entre nous ici, vous y retrouver vous aussi dans vos conseils et pour organiser, si vous le souhaitez, vos réunions. Exactement. Alors, allons-y. Rentrons dans les tropes. Alors, la romance lente ou autrement appelée slow burn, donc forcément c'est une romance qui prend son temps. Par exemple, au bout du deuxième tome, il y a seulement un bisou sur la joue. Au bout du troisième tome, un bisou. Au bout du quatrième, un peu plus. Donc on prend vraiment notre temps et c'est l'attention en fait qui règne dans la relation qui est mise en avant. Ensuite, il y a un des préférés des lectrices, le ennemi à amant, donc Oui, autrement ça, oui, appelé. c'est quand même dans pas mal de Oui, livres, dans hein, c'est énormément de presque livres. tous, oui. Bah, beaucoup, même dans la romantaisie qui sort en ce moment, donc le enemies to lover, ils sont ennemis, ils deviennent amants, voilà. C'est pas très compliqué. Dans le même genre, amis à amants, donc friends to lover, ils sont de base amis, meilleurs amis, comme par exemple dans Tactique amoureuse de Sarah Adams, ils sont meilleurs amis depuis toujours et ils vont un jour sauter le pas pour devenir plus qu'amis. La romance sportive, bah écoutez, tant qu'on est dans Tactique amoureuse, on va rester dedans. Donc c'est parce qu'on suit l'un des protagonistes est joueur de football. Mais parce que c'est ça qui est intéressant, hein, c'est que pour un même livre, Ouais, il peut avoir deux, trois, voire quatre voire tropes, beaucoup, oui, beaucoup de tropes, oui. beaucoup trop, exactement. Ensuite, il y a le Labrador. Alors ça, c'est une trend qu'on a pu voir un peu sur TikTok, c'est les très gentils garçons. Et on aime, ça change des enemies to lovers qui peuvent être un peu stéréotypés. Ensuite, il y a le grognon versus solaire, donc c'est le Grumpy Ah Sunshine. ben ça, c'est Voilà, assistant du vilain, oui. exactement. Donc le personnage principal est toujours, enfin le garçon, la plupart du temps, est un peu grognon. La fille, à son opposé, est totalement solaire, donc et ça va clasher entre les deux. Et ça va faire sortir le meilleur des deux. Ensuite, la fausse relation, donc le fake relationship, ils font semblant d'être ensemble et ils finissent vraiment ensemble. Le seconde Oui, chance, ça c'est souvent, tu m'y fais pardon, penser, oui, ça fait tilt, c'est souvent, vous le savez, dans les romances de Noël oui, où il faut, ou ailleurs où il faut quelqu'un pour aller au souper de famille du 24 décembre, ou bien dans les mariages, il faut un exact. accompagnateur ou une accompagnatrice. Exact, voilà. Et ça finit, finalement, ils finissent ensemble. Voilà. Ouais. Ensuite, le seconde chance, ils se retrouvent des années, ils étaient ensemble, par exemple, à l'université, puis ils se retrouvent une dizaine d'années plus tard dans leur vie quotidienne et ils réessayent et ça marche. Le coup de foudre, tout simplement, ils tombent amoureux l'un de l'autre d'un coup. Donc, c'est ce qu'on considère également comme de l'insta-love. Ensuite, on a le rival collègue, donc c'est par exemple le rival académique, donc Mhm. ils sont en rivalité vis-à-vis de l'un de Dans le l'autre, voilà, travail dans le ou à travail, l'université. exactement. La proximité forcée, donc ça c'est en fonction de certaines situations. Imaginons par exemple, il y a un seul lit, autrement appelé le one bed trope. Dans une aventure, ils se retrouvent dans une auberge et il n'y a qu'un seul lit pour deux, bah ça va forcément les forcer à se rapprocher. Ensuite, il y a le petite ville, donc small town, qu'on retrouve par exemple dans la série que tu lis souvent, là, qui se passe dans une petite ville, je sais plus, j'ai plus le nom du roman, que tu as vu, hein, qui est sorti en série également sur Netflix. Je ne sais plus, mais ça se passe dans Bon. les petites villes où ils organisent tout le temps Ah des oui, petits oui, événements. River, Virgin River. Voilà, Virgin River. Voilà, C'est un peu oui. le même genre que Virgin River. Ensuite, le frère sœur du héros. Donc ça, c'est un peu touchy parce que normalement, dans les codes, on ne touche pas au frère ou à la sœur du héros. Bon, finalement, ça se passe. La famille trouvée, donc les personnages se réunissent. Ensuite, le petit ami idéal dans un livre. Donc c'est par exemple, encore une fois, il y a l'exemple de C.S. Quill qui a sorti avec Campus Driver le tome 2. Donc il veut passer pour le petit ami idéal dans un livre et en fait ça devient un book boyfriend qui devient son petit ami idéal dans la vraie vie. Voilà. Ensuite, l'héroïne à caractère fort, ce qu'on aime de plus en plus et ce qu'on retrouve de plus en plus dans la fantasy, dans la romantaisie. L'Académie sombre, c'est la Dark Academia. Donc ça se passe dans des univers, ça se passe souvent dans des universités et c'est très sombre, c'est très glauque et donc il y a une relation qui se tisse là-dedans. Et enfin, l'élu, et c'est ce que vous retrouvez dans la plupart de toutes vos fantaisies, par exemple Le Seigneur des Anneaux, ce genre de choses. Donc c'est de la fantaisie, mais ça se passe de plus en plus également dans nos romantaisies. Et c'est un très chouette trope, mais qu'on voit souvent.
Donc, une fois qu'on a fait le tour des tropes, j'en parlais tout à l'heure, celui des formats. Donc, là encore, toutes les études montrent que les lectrices, qui sont, je vous le rappelle, des collectionneuses, adorent donc les collectors. Donc, on voit tous ces chiffres-là, et au plus elles sont jeunes, Ouais, au plus elles aiment j'adore ça. le collector. Elles peuvent le montrer à des amis. Ça devient presque comme l'échange de cartes de hockey, j'imagine, j'en sais rien. Donc voilà, et vous voyez donc Emma Green, tous les éditeurs. Et donc c'est là où on apprend des nouveaux mots de vocabulaire, parce que le jaspage, nous, moi je ne savais pas ce que c'était, beaucoup non plus ici. Et grâce aux collectors que l'on fait, on fait Édito va faire des collectors sur des livres de croissance personnelle, et ben on a appris que donc quel était le sens du mot jaspage. Donc on a les formats, on a on a ensuite les caractéristiques du lectorat. Parce que je pense que ça, c'est ce qu'il y a de plus important. On le disait depuis le début, vous le voyez, c'est la tranche d'âge. Tout à l'heure, je parlais des 15-25 ans, mais les lectrices de romances sont, et c'est ce pourquoi Mm. j'utilise le féminin hein, depuis le début, il faut oser. Il y a peut-être des lecteurs, et parmi Il vous y en a. qui nous écoutez ce matin, d'abord, il y a Jean-Baptiste de l'autre côté de l'écran, à qui on refait une bonne formation pour que ça rentre bien. Donc, les lectrices de romans sont des femmes jeunes, entre 15 et 34 ans. Évidemment, d'autres peuvent être intéressées par la romance, mais c'est cette spécificité de ce type de roman. Et donc ça, c'est quand même super important de ne pas l'oublier. Et on va revenir en fin de présentation sur l'âge. Parce que comme le disait Mélanie, pour la dark romance, vous qui êtes des prescripteurs et des prescriptrices, c'est parfois un peu délicat cette question de l'âge et cette question de, pas tant de l'âge, mais cette question de ces jeunes filles, là on dit 15 ans, mais on a vu au Salon du Livre de Ouais, Montréal des 13-14. plus 13-14 lire de la dark romance. Donc on va y revenir. Donc on le disait, les formats, le lectorat, et puis donc ces lectrices qui sont des expertes et qui deviennent elles-mêmes Prescriptrice. les prescriptrices, hein, c'est très très important. Elles sont des collectionneuses et elles sont des boulimiques. Ouais. Parce que, et on l'a vu J'en à fais notre... partie. Mélanie en fait une partie, et moi, il faudrait que je dorme beaucoup moins la nuit pour en lire. Et donc, tu lis combien, Mélanie, de romances par mois? Parce qu'en plus, ici, chez Flammarion Québec, on lui en fait lire plein. Donc, Bah, en livre entièrement, je lis, comme j'essaye de lire entre 8 et 10 livres par mois, ce qui est déjà énorme parce que c'est maintenant en plus la plupart des livres qui sortent par rapport à avant, même que ce soit en romance ou en romantasy, ça devient quand même des pavés, des petits tout pavés à par fait. rapport à avant. Avant, on était plus dans 300 et quelques pages, maintenant on dépasse facilement les 500, 600 pages. Donc oui, ça prend du temps. Et il y a une grosse communauté de lecture, que ce soit en France ou au Québec, parce que moi je m'occupe également de l'influence avec Flammarion Québec. Et on voit à quel point ça prend de l'essor sur n'importe quel réseau social, donc que ce soit BookTok, Bookstagram, BookTube, c'est vraiment devenu hyper important. Et du coup, il y a soit des chroniques, des vidéos qui sont faites, directement des avis qui sont donnés. Et on voit à quel point également la vidéo prend de l'essor parce que ben, même les chroniques écrites marchent moins qu'avant à cause de l'algorithme également des réseaux sociaux. Mais on voit également que sur, par exemple, les vidéos YouTube sur des avis de lecture sont beaucoup plus regardées, et sont beaucoup plus vues que certaines chroniques sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, c'est également très chouette. Donc, des lectrices, donc on le disait, des lectrices qui deviennent elles-mêmes des prescriptrices. Exact. Et c'est quand même ça qui est important. C'est ce phénomène-là aussi qu'il faut noter. Ouais. C'est ce phénomène de la façon dont les lectrices sont au courant bien Oui. avant peut-être les libraires et les bibliothécaires sont bien au courant de la sortie de la dernière nouveauté. Exact, ouais. Parce que du coup, il y a des sites, par exemple, on a pris l'exemple de Babelio, mais Babelio, par exemple, en France ou Booknode ou ce genre de site, préviennent bien en avance des sorties avant, des mois en avance. Du coup, c'est facile de s'en rendre compte. Et puis, on vous a mis un petit glossaire pour que vous puissiez vous y retrouver un peu dans tout ça, dans les mots utilisés sur les réseaux sociaux. Donc, par exemple, on a le mot PAL, qui est le diminutif de la pile à lire. Bookstagram, BookTok, BookTube qui renvoient aux communautés libres en fonction des réseaux sociaux auxquels ils sont associés.
LC, donc c'est les lectures communes qui sont beaucoup organisées sur les réseaux sociaux pour mettre en avant un livre en particulier. Donc il y a énormément de personnes qui se regroupent pour lire le même livre en même temps. Et TW, donc qui est le diminutif de Trigger Warning, donc qui sont des mises en garde, par exemple, on disait tout à l'heure, par exemple, à la violence psychologique, les viols, etc. Donc ça, c'est notre nouvelle façon de prescrire. Et donc, les influenceuses sont importantes. Donc, il y a des influenceuses au Québec, il y a des influenceuses en France. Mais peut-être avant de parler des influenceuses, Mélanie, vous avez vu quand Mélanie, elle présente les tropes, parce que les tropes que vous allez voir, on vous les a traduits en français. Oui, Parce que, de fait, et quand même, quand on défend le français au Québec, euh, l'anglais est mm, partout dans les tropes, dans les titres de livres, mm, que beaucoup d'éditeurs ne traduisent pas, et mm, ils ne le traduisent pas à cause du phénomène des influenceurs exact. qui sont quasiment planétaires. Ouais, exact. Et puis c'est aussi un moyen de retrouver plus facilement la couverture comme ils l'ont vu sur tous les réseaux sociaux avant, imaginons pour les traductions sur le BookTok anglophone, c'est plus simple parfois de reconnaître exactement le titre parce que les Français gardent la plupart du temps le même titre, la même couverture. Alors, Mélanie, donc parlons-nous donc un peu de ces influenceuses Alors, on vous en a sélectionné deux. Donc, Elise de A Book and a Cup, donc, qui a plus de 20 000 abonnés sur Instagram. Donc, elle a une communauté aussi bien francophone que québécoise, donc c'est super chouette. Elle a une grosse influence ici au Québec. Donc, parce qu'elle a créé des challenges livresques, par exemple, autour des saisons, ce genre de choses. Et elle est quand même classée dans le 34e influenceur dans le classement Babelio par rapport à la romance. Donc c'est vraiment qu'elle a une voix qui compte ici au Québec. Et on a également Jess, donc de la bouquineuse Jess. Alors je sais que ça peut paraître peu en termes d'abonnés, mais en fait dans le monde des livres, c'est vraiment une bonne communauté parce que finalement il y a pas énormément encore d'influenceurs ici au Québec, mais c'est en train d'évoluer et du coup, c'est vraiment des gens qui sont beaucoup suivis et qui sont beaucoup écoutés. Et par exemple, Jess, elle mise carrément sur l'esthétique de ses posts Instagram et c'est ce qui marche. Par exemple, voilà, quand je vous parle de chiffres et qui évoluent, c'est par exemple, nous les lecteurs, donc qui a plus de 220 000 abonnés sur TikTok, ce qui est absolument énorme dans la communauté. Mais bon, on sait très bien que sur TikTok maintenant, la communauté livresse, c'est celle qui est devenue la plus influente. Il y en a même des influenceurs hein, enfin, de beauté qui se tournent vers l'influence des livresques livresques. parce que c'est ce qui marche en ce moment. Donc vous voyez à quel point. Elle est carrément devenue le personnage d'un livre d'une autrice en romance. Et elle a également sorti un jeu, c'est les éditions 404, autour de la romance. Donc, pour voir à quel point c'est un phénomène qui marche. Et on a également Sarah de Fragment of Books, donc, qui a plus de 8 000 abonnés, qui est devenue une vraie référence parce qu'en fait, elle lit énormément de romances en anglais qui vont ensuite être Peut traduites. sortir en français. Voilà, exactement. Alors, les autrices aussi, hein, ça c'est un phénomène. On sait, euh, comme éditeur, comme éditrice, on demande à nos auteurs de participer sur les réseaux sociaux. Il y en a qui ont plus ou moins une grande communauté autour d'eux. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment, donc on en a sélectionné deux qui sont françaises, Exact. deux autrices de romance qui sont d'une influence dans leur milieu absolument incroyable. Alors, tu pourrais nous les présenter, Mélanie? Alors, on a tout d'abord Morgane Moncomble, je pense qu'il n'est plus à présenter, donc qui est édité chez Hugo Roman, qui a un succès fou en romance en France et ici d'ailleurs au Québec. Québec. Mhm. Et elle fait maintenant la une des magazines, elle passe à la télé. Enfin, donc c'est vraiment des choses qu'on ne voyait pas ou qu'on voyait peu pour les autrices de romance. Donc c'est un grand pas, on va dire, pour ce genre. Et également Emma Green, donc le duo chez les éditions Addictives, qui sont extrêmement plébiscitées à chaque fois qu'elles vont dans des salons, qui a une queue absolument incroyable. J'étais allée au Festival de Livre Paris quand elles étaient là. Elles avaient l'estrade pour elles, il y avait une queue, je me demandais qui était là, et c'était Emma Green. Donc pour vous dire à quel point elles ont une communauté qui est très très fidèle. Alors, donc nous avons pensé que vous présentant ce phénomène, vous présentant le lectorat, les façons la façon de s'informer, c'était intéressant aussi de vous parler des titres que nous avons dans nos différents catalogues. Alors, c'est ce que nous allons faire. Et puis, donc, on les a classés par genre. Hein. Exactement. Alors, on commence avec vous allez voir, c'est comme par hasard, c'est moi qui m'occupe qui vais parler de la romance historique. Alors, donc la romance historique,
l'autrice qui est la plus connue, c'est Julia Quinn. Elle est la plus connue à cause de cette fameuse série sur la famille des Bridgerton, hein, je vous rappelle, qui était il y a plusieurs années, c'était déjà des livres. C'est devenu une série télé et ça a euh, complètement fait exploser les ventes de ces livres et ça a atteint un nouveau public. Donc, ce qui est quand même intéressant en travaillant pour cette matinée, j'avais pas réalisé ça. Ce qui est intéressant, c'est que ces romans historiques, pour l'instant, se passent souvent en Mm. Angleterre, autour de 1800, entre 1815, mais plutôt après 1820. Souvent, quand il y a des histoires de guerre, c'est parce qu'on a enfin réussi à chasser Napoléon. Et donc, quasiment tous, hein, tu me diras Ouais. Mélanie si je dis des bêtises, quasiment tous, comme la chère maman Lady Bridgerton, son rêve, son rôle, c'est de faire en sorte que je sais plus si c'est 7 ou 8 enfants, Oui. on ne sait plus combien elle en N'importe a, qui. c'est que ces 7 ou 8 enfants puissent faire un beau mariage et donc elle va leur faire vivre des 16 ans. Donc on a la série des Bridgerton, on a qui est sorti il n'y a pas très longtemps La Reine Charlotte. Mm. Alors, La Reine Charlotte, je pense que c'est un roman très intéressant parce que c'est un roman, donc c'est cette fameuse Reine Charlotte qui essaie dans les Bridgerton de découvrir qui est Lady Oui, c'est le dame. Whistledown. Donc, cette Reine Charlotte-là, on la découvre quand elle est encore jeune et elle va se marier avec le George, le roi d'Angleterre, et elle va rapidement découvrir, alors je ne sais pas dans quel trope tu vas mettre ça, elle va rapidement découvrir on cache, que ce roi a un secret, que toute la cour lui cache, et ce roi est atteint de maladie mentale. Exactement. Tu mettrais dans quel trope ça, Mélanie? C'est compliqué, Oui, celui-là. ça, je sais, c'est Bon, compliqué. tu as jusqu'à la fin de la rencontre pour nous dire. Ensuite, donc, il y a cette femme, le quatuor Schmidt, non, Smite et Schmidt, c'est vraiment compliqué. Alors, ces héroïnes-là, ce qui est quand même assez intéressant, c'est Julia Quinn, mais dans pas mal aussi d'autrices de séries de romances, c'est que des personnages secondaires ressortent. Exactement. Ouais. Hein, et donc, je pense qu'elles sont 4. Hein, c'est une famille de musiciennes. Alors, si vous avez lu ou vous avez vu la série des Bridgerton, les soirées musicales de cette famille sont une horreur parce qu'elles ne sont pas de bonnes musiciennes. Et donc, ces, euh, ces 4 jeunes filles qui jouent d'un instrument différent vont elles aussi avoir à se marier. Puis les pauvres, elles partent mal parce que tout le monde sait dans le petit milieu londonien euh, qu'elles qu'elles sont pas très bonnes en musique. Ensuite, donc il y a la série Bevelstoke qui se passe le premier donc qui se passe à Londres. Et puis donc, c'est Olivia, l'héroïne, qui elle aussi doit se marier. Parce que ce qui est quand même intéressant, c'est que il y a dans ces héroïnes, il y a celles qui rêvent du prince charmant, puis il y en a qui ne veulent pas se marier, qui Exact. inventent plein de trucs pour ne pas se marier. Et donc là, c'est Belle Stock, c'est l'héroïne Olivia qui ne veut pas du tout se marier, mais elle a un mystérieux voisin qu'on accuse peut-être d'avoir tué sa fiancée, donc elle va essayer de découvrir ce qu'il en est. Et puis donc il y a les sœurs Essex, et puis il y a la ronde des saisons. À la ronde des saisons, je trouve que ce qui est quand même intéressant, c'est que là, donc c'est l'histoire de 4 jeunes filles, et c'est aussi dans ces phénomènes romances, je vous le disais, ça se passe en Angleterre, et n'oublions pas que l'Angleterre a des problèmes avec une colonie qui est américaine et une autre façon de vivre. Et donc, dans la ronde des saisons, c'est l'histoire de 4 jeunes filles qui sont de milieux différents. Et là-dedans, il y a 2 jeunes américaines. Et ce sont des laissés pour compte. Ça fait 1, 2, 3 ans qu'elles vont au fameux bal où on doit rencontrer l'homme de sa vie. Elles n'y arrivent pas. Et donc là, elles vont se mettre ensemble. Et c'est ça qui est assez, hein, c'est cette solidarité entre filles, elles vont se mettre ensemble. Donc, il va y avoir 4 saisons pour chacune des filles. Et on va voir aussi, donc, il y a 2 Américaines dedans. Et on va voir la belle mentalité anglaise sur ce pays qui est l'Amérique de l'époque et où les femmes sont bien trop libres et où on est des marchands et non pas des aristocrates. Parce que, évidemment, dans beaucoup de ces romances historiques, la grande question, c'est celle de l'aristocratie et de ceux qui ne le sont pas.
Alors, ça, c'est la romance historique. On va passer, évidemment, c'est Mélanie qui va s'occuper de la romance contemporaine. Alors tout d'abord, on a par exemple Fait comme si c'était pour toujours, qui vient de sortir il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, Helena Armas, c'est vraiment devenu une figure de pointe dans la romance. Il y en a énormément qui la lisent parce qu'elle écrit plutôt ce qui peut s'apparenter à de la rom-com, Mhm. donc la comédie romantique. Et en fait, là, on est par exemple sur le trope de la proximité forcée, tout simplement parce que notre héroïne va arriver dans l'appartement d'une de ses meilleures amies. Oui. Et en fait, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule dans cet appartement, puisqu'il y a le cousin de sa meilleure amie. Du coup, elle va devoir cohabiter avec lui. Et, Au début, ça va pas bien se passer. exactement. Et finalement, on sait comment ça va se finir, mais c'est aussi ce qui est très chouette. Et ensuite, pour Sans regret, ici on est plutôt sur une seconde chance parce que on va suivre notre héroïne qui va rencontrer un jeune homme et qui va rencontrer un jeune homme et en fait ils vont se retrouver, ils vont se rendre compte que leur relation est interdite et ils vont se retrouver des années plus tard. Donc c'est pour ça qu'on est plutôt sur le trope, des exemples de trope de d'amour interdit et de seconde chance. Oui, et quand même, ça dure longtemps, hein, parce que ça Ouais, dure trois épisodes. exactement, c'est une trilogie. Donc, vous avez donc, toute cette sélection de romances, et puis donc Soroya Lane aussi, qui est une autrice qui commence à poindre, hein. Ouais. Puis donc Flammarion Québec fait paraître donc l'héritage, ce sont des jeunes filles qui reçoivent un message dans une boîte et qui vont devoir découvrir le passé de leur famille. Ce qui peut s'apparenter un peu à du Lucinda Riley. Tout à fait. Et donc, on en parle depuis le début, le fameux duo Emma Green. Donc, on vous a fait une belle sélection de tous leurs titres. Et vous voyez, elles sont passées là aussi, et elles le disent, donc, les romans avec des photos, où maintenant, on a une autre façon de les présenter. Et donc, elles ne pouvaient pas être là aujourd'hui, mais la semaine dernière, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec elles que nous allons vous passer maintenant. Nous sommes très heureux ce matin d'accueillir le duo Emma Green, donc le duo vedette de la littérature de romance. Vous vous êtes rencontrés dans l'école de journalisme. Alors, pour moi, la première question, c'est comment d'une école de journalisme, on en vient à écrire de la romance? Et puis, peut-être, donc, comment vous avez débuté? Et puis, qu'est-ce qui a fait que vous ayez encore envie, après 40 livres, de continuer à écrire ensemble toutes les deux? Alors bonjour déjà, merci d'être là pour nous écouter, nous découvrir. Je crois qu'on était toutes les deux des grandes lectrices. Après, ce qui est très drôle, c'est que on lisait pas du tout la même chose. Moi, je suis grande amatrice de romance depuis mon adolescence. Moi, je lisais plutôt du polar. J'étais vraiment très loin de la romance et c'est un peu un pari toutes les deux. On était journalistes, on a un peu du mal à joindre les deux bouts, faut dire ce qui est. On faisait beaucoup de reportages, de témoignages. On adorait ça. On avait ça en commun, ce goût de donner la parole à des gens, des gens qu'on entend peu. Et on s'est dit, on peut faire ça dans un livre, donner la voix à quelqu'un en décidant de tout, de nos héroïnes, de notre décor. Et c'était vraiment un pari toutes les deux au moment du succès de Fifty Shades of Grey, d'After, parce qu'il n'y avait pas grand-chose en France, en tout cas de romance francophone. On s'est un peu regardé en disant qu'est-ce qu'on aimerait lire nous, qu'est-ce qu'on aimerait écrire. On se lance. À quatre mains, ça fait moins peur qu'à deux. On travaillait avec Sophie et Noémie des éditions addictives sur d'autres sujets et c'est un pari qui est un peu vraiment simultané. Ils avaient envie de faire de l'édition, on avait envie d'écrire. On s'est vraiment lancé en pensant que ça n'irait pas plus loin et d'ailleurs en choisissant un pseudonyme qui nous amusait, qui était un petit clin d'œil à Friends, qui était notre série culte. Et la grande innovation des éditions addictives à l'époque, c'est de diffuser nos romans en feuilleton. En plusieurs épisodes, en fait, avec à chaque fin d'épisode un énorme cliffhanger qui vous oblige, mais vraiment qui vous oblige à attendre la suite et à la dévorer dès qu'elle sort. Et ça nous a vraiment beaucoup amusé. En plus, il y avait un retour assez direct grâce aux plateformes, parce qu'à l'époque, c'était vraiment surtout du numérique. Et du coup, on avait des retours presque instantanés. Enfin, voilà, les lecteurs, lectrices lisaient en quelques heures les 200 pages qu'on venait de sortir et puis commentaient, imaginaient la suite ou pas. Et c'était vraiment, enfin voilà, pour nous c'était génial et on s'est découvert cette passion de l'écriture et vraiment de ce lien avec nos lecteurs.
Oui, lectrices. mais est-ce que dans les premiers temps, les réactions des lecteurs vous faisaient changer votre écriture ou vous aviez vos idées bien arrêtées et puis tant pis pour eux, ils auraient été frustrés ou pour certains contents de ce qu'ils allaient lire? On s'est amusé un peu à voilà, à parfois brouiller les pistes, parfois, c'est vrai, à suivre, voilà, quand on se rendait compte qu'un personnage, ne vraiment déplaisait au plus haut point, voilà, peut-être qu'on C'était plutôt quand la critique était positive, j'ai oui, adoré ce personnage secondaire, on lui donnait une importance peut-être plus ouais, supplémentaire dans l'épisode suivant. On a rarement fait dévier nos récits qui étaient quand même, parce qu'on travaille à deux, à quatre mains, étaient quand même très cadrés. On a toujours une grosse préparation avant d'écrire nos romans sur le scénario, scène par scène, l'intrigue pour qu'elle se suive. Enfin, je crois qu'il y a des auteurs qui écrivent au fil de la plume, c'est pas du tout notre cas. Comme on aime bien faire en plus des romances à suspense avec un petit fil conducteur en thriller ou des enquêtes, on a quand même besoin de savoir où on va et on sait où on va. Donc on peut pas totalement dévier en fonction de ce que nous disent les lecteurs. mais on a quand même l'impression que c'est comme ça qu'on a appris à faire ce métier, en fait. C'est vrai. Et depuis, bon, voilà, nos manières de travailler, voilà, ont totalement changé. Maintenant, on écrit des one shots, enfin, on n'écrit plus en épisodes comme avant. Et puis bon, voilà, avec les années, ça fait quand même plus de 11 ans qu'on fait ce métier. Voilà, nos vies ont changé aussi et on glisse des choses nouvelles dans nos romans. Et c'est vrai que disons, nos 10 derniers romans sont bien plus axés sur des thèmes de société forts qui nous parlent ou voilà, qui nous tiennent à cœur. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce petit sentiment de repenser voilà, à nos premiers romans et on a vraiment l'impression que les lecteurs nous ont vraiment aidés et guidés, en fait. Et accompagner, parce que Ouais. très souvent, on revoit les mêmes têtes en séance de dédicace, en festival. Il y a des gens qui ont eu des enfants depuis, qui nous suivent. On a vraiment la chance d'avoir un lectorat hyper fidèle. Et qui donnent à leurs enfants les prénoms de nos héros ou héroïnes. Ça aussi, C'est c'est extraordinaire ça. Mais peut-être, et si, puis vous pourriez dire non, comment concrètement vous faites? Est-ce que vous travaillez à deux ou chacun écrit de son côté puis vous mixez vos textes? Comment est-ce que ça se passe si on peut rentrer à l'intérieur de votre façon de travailler? bien sûr, tout est fait à deux de A à Z. C'est-à-dire qu'on passe presque le plus gros du travail, c'est ce qu'on dit parfois à nos lecteurs, qui nous posent souvent la question, c'est tout ce qui est avant l'écriture. C'est le travail en amont, c'est-à-dire c'est créer le squelette du roman, partir d'un thème qu'on veut aborder, créer toute une galerie de personnages, planter un décor. Donc on aime bien voyager, donc nos romans se passent dans plein d'endroits différents. Et puis ensuite, on écrit cette trame très, très, très détaillée, presque scène par scène. Donc là, ça nous donne un document de 50 pages. Enfin, voilà, c'est assez impressionnant. Il faut que la partition soit vraiment la plus précise Voilà. possible pour que nous, après, on puisse s'éclater dans l'écriture et vraiment pouvoir écrire à la fois, parce que souvent on a une double narration, le héros ou l'héroïne, passer d'un style à l'autre. Et nos éditrices, en tout cas depuis bien 8 ans, je pense, sur les 12 qu'on a écrits, ne sont pas capables de savoir laquelle de nous Oui. deux a écrit quel chapitre. Et vraiment, on écrit chronologiquement, elle écrit le chapitre 1, moi le 2, et le lendemain, on repasse sur le travail de l'autre pour harmoniser, pour que les transitions se fassent bien, pour se mettre d'accord. Il y a parfois des petits conflits de je voyais pas ça comme ça, effectivement, il faut se parler énormément. Donc c'est un peu le double de travail, mais vraiment sur chaque chapitre, chaque roman, il y a nos deux pattes. Et je crois que nos styles se sont un peu fondus l'un dans l'autre là depuis. On est un peu rodés, on est un binôme qui fonctionne bien. Et je crois qu'on serait incapable, honnêtement, d'écrire un roman seul maintenant. C'est quand même un travail très solitaire, celui de l'écriture, et être deux pour. Voilà, c'est assez enrichissant et pour les idées et pour la. Et stimulant. Ouais. Alors, vous le disiez tout à l'heure, je- par rapport à d'autres romances que j'ai pu lire, les vôtres sont assez caractéristiques par une sorte de réflexion sur la société qui est la nôtre aujourd'hui. Que ce soit dans le milieu de la restauration, dans un hôpital aux États-Unis, les jeunes. Donc, ce choix que vous faites de vouloir rendre compte quelque part des débats de la société aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est un choix que vous avez fait dès le départ ou petit à petit c'est rentré dans votre écriture? C'est un défaut, à mon avis, de nos personnalités et peut-être de notre formation de journaliste, mais ça part quasiment toujours d'un fait divers, d'un truc qui nous marque, d'un article qu'on lit notamment sur le fait que un interne en France se suicide tous les 18 jours. On s'est dit, mais il faut que
voilà les héros du quotidien et ils sont pas dans les romans. Donc on a fait de ces héros ordinaires un héros de roman. Vraiment, ça part toujours de ça. Le harcèlement scolaire, c'est effectivement l'histoire d'une jeune fille qui nous a bouleversés. Très souvent, on a envie d'aborder des sujets et c'est le prétexte d'un roman. Je suis pas sûre je sais pas si on saurait faire autrement. On est toujours guidé, voilà, par ça, par le monde qui nous entoure. Mais ce qui est sûr, c'est que plus on vieillit, disons-le, plus voilà, en fait, on a cette petite envie d'être utile quelque part, un tout petit peu utile. Alors oui, on divertit les gens, on leur fait du bien parce que l'amour, les histoires d'amour, ça fait toujours du bien. Mais on a aussi envie de passer des messages et c'est aussi parce qu'on est proche de nos lecteurs et lectrices et qu'on les rencontre très souvent et qu'on voit qu'ils rencontrent des difficultés parce qu'ils se confient beaucoup à nous et on a aussi envie qu'ils se reconnaissent en fait à travers nos écrits et qu'ils vivent des choses. On a une jeune fille l'année dernière qui est venue nous voir il y a 2 ans, elle était bouleversée, elle venait de perdre sa maman et on est parti de là en se disant il faut qu'on traite ce sujet, il faut qu'on parle du deuil, il faut qu'on parle de voilà comment une jeune femme qui rentre à peine dans l'âge adulte se construit sans mère, alors que voilà jusque-là c'était ça la personne dont elle était la plus proche et qui la guidait dans cette vie. Et c'est vraiment, voilà, une fois de plus, ils étaient là au début dans leurs commentaires, dans leur manière de guider un peu le récit. Et maintenant, ils guident plus le récit parce qu'on écrit comme des grandes, mais ils guident nos envies, en fait. Ils guident notre, voilà, c'est vraiment ce petit besoin, on en parlait souvent, de se sentir utile. Un petit besoin d'humanité aussi. Je crois que c'est pas ce qui nous guide tous là dans nos vies en général. On ne pourrait pas faire ce métier de façon totalement dissociée en se disant tiens, on va faire un truc qui marche, on va suivre une tendance. On a toujours besoin d'un peu d'âme et ça part toujours de ça, je crois. Et puis de nos émotions. On est deux filles qui adorons pleurer, rire. On ne fait que ça de nos journées. Donc dès que quelque chose nous touche, on se dit il faut en parler, il faut qu'on écrive. Ça passe par là. Alors, il y a votre travail d'écriture, mais comme la romance, enfin, c'est quand même une spécificité aussi de ce type de texte, c'est la place, et puis évidemment, il y a l'évolution des réseaux sociaux, mais c'est la place aussi de la discussion. Vous le disiez dès le départ, quand vous étiez en épisode, en feuilleton, dans les salons du livre, mais vous avez aussi une présence très forte vous-même sur les réseaux sociaux. Le dialogue avec vos lectrices, c'est quasiment un deuxième métier, ce métier-là aussi. Alors, oui, c'est vrai que c'est très important, c'est très chronophage. Les gens me disent souvent, mais quel sacrifice, ou est-ce que vraiment ça vous embête pas? Honnêtement, ce lien, il est indispensable parce que sinon, on est toutes. Alors, certes, on est deux, alors que la plupart des auteurs écrivent seuls, mais sinon, on est vraiment deux face à nos ordinateurs. Et on se nourrit vraiment de ces témoignages, et puis, vous imaginez, chaque jour, on reçoit des messages qui nous disent oh, ce livre-ci m'a sorti. On a même des gens qui viennent nous dire ce livre m'a sorti de la dépression ou ce livre m'a permis d'ouvrir le dialogue avec ma fille qui allait très mal et j'ai fini par comprendre qu'elle était harcelée grâce à ce roman. Enfin, c'est des choses incroyables, nous, qui nous bouleversent. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on a un retour comme ça aussi direct, aussi concret sur ce qu'on procure aux gens, sur les émotions qu'ils ressentent. Et je crois que c'est la romance en particulier qui a aboli cette distance entre le lecteur et l'auteur. Pendant très longtemps, on idolâtrait un auteur, on allait le voir en dédicace si on avait le temps. Nous, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un public fidèle qui est capable de faire 4 heures de queue pour venir nous faire une bise ou pour nous offrir un bracelet, pour avoir une signature, une photo. Comment est-ce qu'on pourrait faire autrement que de remercier ces gens et de leur répondre quand ils nous parlent sur les réseaux sociaux, quand ils ont juste besoin d'un conseil de lecture, voilà, ça on le fait tant qu'on peut, tant qu'on a le temps. Alors c'est vrai que ça prend un temps fou, mais c'est surtout toi qui t'en occupe. C'est tellement nourrissant pour notre vie d'autrice que c'est pas du tout un sacrifice. Alors, ça faisait un peu plus d'1 an que vous n'aviez pas fait paraître une nouveauté. Et puis là, donc, dès 2025, un nouveau livre sort. Est-ce que, sans tout dévoiler, vous pourriez nous en parler un peu? Parce que ce livre est un peu particulier, hein. Alors, qui se lance? C'est toujours, ça c'est la grosse difficulté pour un auteur, c'est de pitcher son livre, de résumer, alors que voilà, on part dans tous les sens, on ne sait pas faire court. Nous, on sait écrire des romans. Non, mais on n'a pas besoin de faire court, c'est pas grave.
Donc le roman d'avant, qui était un défi Ouais. pour nous, on est des grandes fans d'Urgence, de Grey's Anatomy, de toutes ces romans, ces séries médicales. On avait un défi depuis de longue date de vouloir écrire une romance médicale. On l'a fait avec le roman précédent qui s'appelle Ce qui nous rend vivants, qui se passait dans un hôpital, donc qui était centré sur des internes aux urgences. Et qui ressort en poche. Voilà. Qui ressort en poche à l'occasion de la sortie à nos cœurs battants, effectivement. Et on a voulu continuer cet hommage aux soignants, cet univers médical qui nous touchait vraiment beaucoup. On a beaucoup, beaucoup de soignants, d'infirmiers dans nos lecteurs. Et cette fois, on a décidé d'embarquer nos lecteurs dans la rue en suivant une équipe de secouristes à Chicago. C'était l'occasion pour nous de continuer à montrer que les gens qui nous sauvent tous les jours ne sont pas forcément les gens coriaces et solides qu'on croit et que voilà, eux aussi ont des failles, eux aussi, et pourtant on oublie qu'ils tiennent presque notre société à bout de bras. Hein. S'ils viennent pas nous chercher dans la rue à chaque fois qu'on tombe, on se débrouille. Donc on avait vraiment envie de continuer à rendre cet hommage aux soignants et à se faire plaisir, parce qu'on est toutes les deux voilà, des grandes fans de ces romans, de ces scènes pleines d'adrénaline, voilà. Qui sont très télégéniques d'ailleurs, parce qu'on est toutes les deux des grands fans de séries. Et à côté de ça, on voulait aussi aborder un thème voilà, qui nous tient à cœur, qui est malheureusement terriblement actuel, qui est les violences faites aux femmes, les violences conjugales, à travers un troisième personnage un peu mystérieux, très proche de notre héroïne. Et notre héroïne, justement, qu'on pense intouchable une bonne partie du roman, cette femme forte, sportive, athlétique, sarcastique, voilà, qui se bat dans la rue, enfin qui se bat pour sauver les gens chaque jour, et qui en fait voilà, porte en elle un passé très 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 compliqué, et ce passé voilà, qui va revenir un petit peu la hanter, et finalement c'est notre héros voilà, qui va l'aider à surpasser tout ça. C'est à nouveau un roman où on avait envie cette fameuse libération de la parole dont on parle beaucoup en ce moment. C'est vrai que les femmes n'ont pas toujours osé parler de leurs blessures les plus profondes. Il y avait un tabou autour de ça. On n'en avait encore jamais parlé. C'est tellement important dans nos vies de femmes, dans nos vies de mères. L'actualité nous met ça dans la figure tous les jours. C'était l'occasion pour nous de rappeler à nos lectrices qu'on a beau écrire des pages et des pages, on a envie de pouvoir libérer la parole encore et encore, et ce roman nous a permis de le faire. On va laisser découvrir les lecteurs comment, parce qu'on a essayé de... Oui, on ne va pas tout dire. Absolument. Écoutez, je vous remercie encore beaucoup d'avoir pris un peu de votre temps pour participer à cette rencontre. Avec plaisir. Vous inviter à venir au Québec, un de ces quatre, là, ce serait une bonne idée. Hein. On m'adorerait. Alors là... On prend rendez-vous. Alors, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Merci à vous, Frida. Eh bien, peut-être Mélanie, tu pourrais pour un ou deux titres nous dire quels sont les tropes de certains bouquins d'Emma Green. Alors, par exemple, pour leur série la plus connue, on a Jeu insolent, Jeu infini. On a le trope dont on n'a pas encore parlé jusqu'à maintenant, demi-frère, demi-sœur. Donc, bien sûr, qui ne sont pas liés par les liens du sang. Et qui a un trope qui marche beaucoup. Et puis, par exemple, le trope de Fais-moi une place de Emma Green, c'est la proximité forcée. Alors, on continue donc dans nos différents types de romances. On en a un peu parlé avec Tactique amoureuse tout à l'heure, de la romance sportive. Exactement. Du coup, pour vous en parler rapidement, on va suivre Brie et Nathan, qui sont meilleurs amis depuis qu'ils sont tout petits. Et lui est joueur de football, elle est prof de danse. Et puis finalement, par un hasard quelconque, ils vont devoir faire semblant d'être ensemble pour de la publicité pour lui, pour qu'il se fasse bien voir. Et finalement, ils vont tomber... Enfin, ils étaient déjà amoureux, mais ils vont enfin s'avouer leurs sentiments. Et donc peut-être, tu le disais, que la romance Formule 1 a beaucoup de succès en ce moment. Exactement, elle prend beaucoup d'essor, donc comme on peut le voir avec Faux départ ou Pole position des autrices de Emilou. Et on peut voir également, bien sûr, la romance qui marche le plus avec le hockey, le football américain, ce genre de choses. Alors, donc, vous, chers libraires, comme vous êtes, comme on parlait tout à l'heure des collectors qui envahissent vos rayons, il y a une autre catégorie de romance qui envahit vos rayons en ce moment, c'est la romance de Noël. C'est un peu comme les comédies romantiques que tout le monde veut regarder à Noël. Donc, vous savez que Fidesz a publié deux romances de Noël
l'année dernière et une cette année avec Audrey Archambault. Exact. Et puis Flammarion Québec en publie une cette année. Édito. Pardon, Édito, oui. Qui se passe en Laponie. Hein. Exactement. Alors là, c'est quand même intéressant. C'est un groupe d'amis qui part en Laponie. Après le deuil d'un de leurs meilleurs amis, puisque en fait, ils veulent faire vivre le rêve d'une de leurs meilleures amies qui a du mal à se remettre de la perte de cette amie, et du coup, ils vont lui faire vivre tous ses rêves en Laponie. Alors donc, romance de Noël qui continue. Alors, on aborde les nouveaux thèmes de la romance avec la romantaisie. On vous a parlé tout à l'heure de l'assistante du vilain. Donc là aussi, on voit apparaître des titres chez Flammarion Québec, chez Olympe, et puis toujours chez J'ai lu aussi. Peut-être tu pourrais... Serpent d'Ove, c'est un mariage arrangé, hein, Mélanie, c'est Exactement. ça? C'est un mariage arrangé, donc ennemi à amant, puisque c'est entre un chasseur de sorcières et une sorcière. Par exemple, le sang et la cendre, c'est plutôt de la proximité forcée, je me mélange avec l'anglais, puisque c'est entre notre protagoniste principal et son garde du corps. Et par exemple, on peut voir dans Assistante du vilain, c'est le Grumpy Sunshine, donc Le grognon. grognon solaire, puisque c'est le méchant de l'histoire, qui n'est pas vraiment un vilain. Mais l'assistant du vilain, il va y avoir Oui, un autre tome, puisque exactement. Mais il y a 3 tomes qui sont prévus et le tome 2 vient tout juste de sortir en anglais, donc je pense qu'il va pas sortir en français. Et que c'est une série qui marche très bien, qui mêle humour et amour. alors, on vous a présenté des romances, et on le disait depuis le début, qui sont lues en principe quand on fait des grandes enquêtes par des 15-35 ans. Du côté de la jeunesse, qu'en est-il? Alors, quand Thierry Laroche, quand on lui parle, il dit que Gallimard Jeunesse a toujours fait de la romance, mais ça ne s'appelait pas de la romance. Et eux-mêmes ils ont fait Gallimard Jeunesse une étude sur leur fameuse collection de pôle fiction, et ils se sont rendus compte que plus de pratiquement 50% des lectrices de la collection Pôle Fiction, qui est destinée suivant les titres, aux 14-17 ans, eh bien, plus de 50% étaient lues par des lectrices de plus de 20 ans. Et donc, le jeunesse aussi se lance dans la romance, avec donc les codes de la romance, et donc avec une nouvelle façon d'éditer ces livres-là. Ce sont des livres plus inclusifs, des livres pour un public plus âgé. Et donc c'est là où nous l'avons eu dans les salons du livre, et vous risquez de l'avoir. C'est là où, pour nous, la question du lectorat est: que devons-nous faire comme prescripteurs, prescriptrices ou parents face à des enfants qui lisent de la romance qu'ils n'auraient pas destinée. Alors, on avait un cas quand on a préparé notre première présentation à l'équipe, la fille de Marine Gurnade lisait Twisted. Et tu lui as dit, Mélanie, mais c'est pas pour son âge. Donc, Marine, vous la connaissez, elle a confronté sa fille, qui lui a dit, oh, mais il n'y a rien là. Donc, c'est le vrai souci de la romance de la romance, qu'elle soit destinée aux plus jeunes ou de la romance dite pour adultes, c'est aujourd'hui ce que nous deux pouvons faire, nous, comme en prévention. Et alors, on voit que des éditeurs comme Addictive, eux, au dos de leur livre, vous regarderez, ils mettent des petites flammes. Alors, une flamme, ça va jusqu'à 3, je pense. Hein. Donc, évidemment, en fonction de la flamme, on voit, c'est plutôt le côté érotique et le côté sexuel qui est mis en avant. Mais quand même, la dark romance pose un réel questionnement autour de la romance pour le lectorat, parce qu'on voit bien, il y a je les appelle des petites filles, elles ne seraient pas très contentes, mais des jeunes filles de 11, 12, 13 ans qui lisent des livres qui ne sont pas tout à fait destinés. Exactement. Et on le voit également dans les salons, parce que par exemple, dans le salon de Festival New Romance, il y avait des autrices de dark romance. Mais ce qui est chouette, c'est que dans ce genre de festival, ils font par exemple des conférences et ils font de la prévention autour de ce genre. Même les autrices font de la prévention autour de ce genre. Donc, enfin, on s'informe en fait.
Et donc, peut-être pour terminer cette présentation sur la romance, on peut dire que même les éditeurs de bande dessinée, on vous a mis quelques titres, même les éditeurs de bande dessinée font aussi de la romance. Et puis, vous le savez aussi, le manga aussi, il y a quand même des mangas érotiques, puisque dans certaines librairies, il y a des espaces un peu particuliers pour le manga érotique, du manga qui ne peut être lu que par des adultes plus que responsables. Donc voilà, pour clôturer cette présentation sur la romance, on doit vous dire que, évidemment, vous allez recevoir grâce au bon service de Jean-Baptiste qu'on remercie, vous allez recevoir cette vidéo que vous pouvez partager, qui est sur notre YouTube, que vous pouvez partager, et aussi deux bons de commande. Un bon de commande, parce que quand même, là, notre objectif, c'est de vous inviter à développer, à créer votre rayon romance dans votre librairie ou dans votre bibliothèque pour vous accompagner. Donc, vous allez recevoir deux bons de commande, un bon de l'équipe Flammarion et un bon de l'équipe Gallimard. Et puis, il y a nos représentants et nos représentantes qui sont là et qui peuvent à tout moment vous donner des conseils, vous aiguiller sur sur ce genre sur ce genre qui n'est pas à... On ne peut pas ne pas le prendre en considération. Et je voudrais vous recommander la lecture. On change complètement de style, mais c'est ça, être dans le milieu du livre. Je voudrais vous recommander un livre qui a été publié aux presses de l'Université de Montréal, qui est écrit par Marie-Pierre Luneau et Jean-Pierre Warren. L'amour comme un roman, c'est une histoire du roman sentimental du Québec à nos jours. Et je ne pourrais pas vous quitter sans vous faire une petite lecture très très courte, qui est donc la conclusion, une partie de la conclusion de leur livre. Considéré comme le résultat d'une simple recette, le roman sentimental présente un canevas si bien réglé qu'il peut être répété à l'envi par des autrices et des auteurs dotés de plus ou moins de talent. Deux personnes tombent amoureuses, sont très vite séparées par une série d'obstacles, se retrouvant à la fin, elles pourront enfin s'aimer. Et pourtant, son histoire montre que, même enclavé par les règles de composition les plus rudimentaires, le roman sentimental demeure un réservoir de fantasmes renouvelés et de savantes régulations. Il représente par conséquent un formidable point de départ pour entamer une réflexion sur l'évolution de l'imaginaire amoureux dans la société et dans la société québécoise. Donc, faites cette lecture, L'amour comme un roman. Eh bien, Mélanie, encore merci. Bah, merci à toi. Merci de me guider dans la découverte de la Avec romance. plaisir. Et puis, nous vous remercions tous et toutes et à très bientôt. À Au bientôt. revoir.